Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs. Donc pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, vous pouvez acheter Conflit en kiosque et puis faire connaître la revue, les émissions, le magazine autour de vous et offrir également des abonnements, notamment en vous rendant sur notre site revueconflit.com. Cette semaine, nous allons parler de la Deuxième Guerre mondiale, dont nous allons avoir toute une année de commémoration en cette année 2025. Deuxième Guerre mondiale, nous avons évoqué deux généraux importants, un allemand, Friedrich Paulus, et un américain, le général Patton, que nous allons évoquer avec mon invité Boris Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu même à notre micro, puisqu'on avait eu l'occasion de faire une très bonne émission autour d'un de vos précédents ouvrages, qui est une histoire de l'armée russe, que vous pouvez retrouver dans les anciennes émissions de Conflit. Et pour cette émission, nous abordons alors deux ouvrages que vous venez de publier aux éditions Nouveau Monde. Le premier est un ouvrage de Friedrich Paulus, donc le maréchal allemand, qui traite de la bataille de Stalingrad. Et le second ouvrage, c'est une publication commentée et annotée des carnets du général Patton. Donc ce sont deux ouvrages qui paraissent au même moment chez le même éditeur, mais nous allons faire deux émissions différentes. Donc vous voyez peut-être celle-ci en premier ou en deuxième, mais il y en a une autre qui va évoquer le général Patton, puisque nous allons commencer par Paulus. Alors vous présentez bien dans l'ouvrage la biographie et notamment la complexité un peu psychologique de Paulus, qui est maréchal, le seul maréchal allemand à avoir été capturé, qui perd une bataille à Stalingrad, 250 000 morts et disparus. C'est probablement une des batailles phares de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, vous montrez bien dans cet ouvrage qui s'appuie sur les carnets de Paulus que c'est plus complexe et qu'il avait un véritable projet militaire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous présentez les différends qu'il y a entre Hitler et ses généraux, différences d'approche évidemment. Peut-être pour commencer, présenter Paulus en quelques mots. Qui est-il et comment est-il devenu ce maréchal de la Wehrmacht? En fait, Paulus, c'est un personnage d'abord qui est une personnalité qui est très complexe et qui est assez secrète finalement, même s'il livre beaucoup de détails dans ses carnets de guerre, ses mémoires. Mais finalement, quand on regarde le parcours de Paulus, on se rend compte qu'il a le parcours qu'ont de nombreux généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale finalement. On le retrouve dans la Reichswehr, la petite armée autorisée par le traité de Versailles dans l'entre-deux-guerres. Il fait une carrière à l'état-major, il est brillant. D'ailleurs, c'est lui qui commence à imaginer ce que seront plus tard les divisions mécanisées puis blindées. Il rencontre tout un tas de personnalités très importantes, et alors même étrangères, puisqu'il sympathise avec un certain Tukhachevski, qui est le penseur de la bataille en profondeur du côté soviétique, puisque l'Allemagne et l'URSS vont collaborer, notamment pour détourner les clauses du traité de Versailles. Donc on le retrouve là pour la création de ces unités qui feront des ravages donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve après, petit à petit, jusqu'à le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, et il gravit les échelons au sein de l'état-major. Et à partir du début de la guerre, il va assurer sa place, et après il va prendre le commandement d'une unité, donc, qui sera d'abord la 10e armée, qui sera renommée 6e armée, et qu'on retrouvera donc durant jusqu'à Stalingrad en 1942. Alors évoquons les raisons pour lesquelles Hitler attaque l'URSS. Alors vous le présentez bien dans l'ouvrage. Lui pensait que l'URSS allait l'attaquer, qu'il y avait une sorte de complot communiste qui allait l'attaquer. Donc pour Hitler, c'est en fait une attaque préventive en quelque sorte. Alors, il y a de ça, mais il y a surtout l'idée que, ne réussissant pas à faire plier la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, au fond, le seul allié continental du Royaume-Uni, c'est l'URSS. Et donc, il décide pour amener l'Angleterre à la raison, de vaincre l'URSS, de l'attaquer. Ça lui permet en plus
finalement de mettre en branle son projet d'établissement à l'Est, hein, puisque les riches terres d'Ukraine, le pétrole du Caucase, hein, qui était un des objectifs prioritaires d'Hitler pour la future guerre contre les États-Unis. Donc finalement, c'est une solution qui a plusieurs emplois et qui lui sert pour plusieurs raisons. Mais faire plier le Royaume-Uni, c'est une des raisons principales. Et les ressources, bien sûr, donc les ressources céréalières et les ressources en pétrole. C'est Bakou notamment qui est visé. Hein. C'est la grande ville du pétrole à cette époque-là. C'est Bakou, c'est l'objectif final. Bakou, en 1914, après la Première Guerre mondiale, c'est à peu près 50% de la production mondiale de pétrole. Alors, je ne sais plus combien on est pour la Deuxième Guerre mondiale, mais ça donne quand même un aperçu. C'était vraiment un élément central pour l'accès à l'énergie. Oui, en fait, il y a plusieurs puits qu'Hitler vise. Celui de Bakou est le principal, c'est le plus lointain, mais c'est les puits majeurs de production. Donc pour l'instant, lui, il se contente de ce qu'il y a en Roumanie. C'est trop peu. Donc c'est pour ça qu'il vise le Caucase. Il y a Grozny, Bakou, il y a Maïkop aussi. Mais bon, après, au fur et à mesure de la campagne, les objectifs vont s'évaporer, si vous voulez, parce que les puits seront soit inatteignables, soit détruits. Quelle est la nature de ce document que vous publiez? Ce sont des carnets, c'est des mémoires écrits par Paulus après la bataille? Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Ça ressemble, c'est plus des carnets, si on veut, parce qu'il raconte toutes ces réunions d'état-major, finalement. Ces rencontres avec les alliés de l'Allemagne, donc hongrois, roumains, alors qu'il connaît mieux, puisqu'il est marié à une noble roumaine. Donc il connaît bien ce pays. Donc c'est vraiment l'homme de l'intérieur qui nous livre tous les détails de toutes les réunions d'état-major, pour les préparatifs de l'opération Barbarossa déjà, le plan bleu, et jusqu'au désastre de Stalingrad, la valse des généraux au sein des états-majors. On peut dire vraiment que c'est l'homme de l'intérieur. Alors il y a un très beau travail d'édition avec notamment de nombreuses cartes qui permettent de comprendre le déroulé de la bataille, puis vous avez fait tout un travail d'analyse critique avec des intertitres, avec des commentaires, donc c'est très précieux, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est parfait à la fois pour ceux qui sont passionnés par la Deuxième Guerre mondiale et qui veulent aller directement au cœur du sujet, ou pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent découvrir, ça convient aux deux. Stalingrad, quel était l'objectif? Il y a le symbole, évidemment, c'est la ville de Staline, enfin, c'est le nom. On voit bien aussi l'intérêt géographique, notamment d'accéder au Caucase. Mais il y a d'autres intérêts de faire la guerre comme ça Alors en réalité, Stalingrad, c'est pas du tout une priorité au tout début. Hein. D'abord le nom de la ville n'apparaît même pas dans la carte, dans les plans allemands. C'est Hitler qui décide de séparer. Alors l'objectif principal, c'est les puits de pétrole du Caucase. L'objectif préalable, c'est retrouver forcer les unités mécanisées soviétiques à s'engager dans la grande boucle du Don pour les détruire. Donc il y a à la fois un objectif de destruction des forces mécanisées soviétiques, puis de capture des puits de pétrole soviétiques. Donc Stalingrad n'apparaît pas du tout. C'est une fois que les Allemands, en juillet 1942, prennent la ville de Rostov-sur-le-Don, qu'Hitler décide de couper l'axe d'effort en deux, une branche vers le Caucase et l'autre branche vers Stalingrad. Et effectivement, plus le combat les opérations vont avancer dans Stalingrad, et plus le côté ville de Staline, effectivement, va devenir une obsession pour Hitler. On est aussi dans un combat en guerre urbaine, on sait c'est ce qui est le plus difficile, il y a eu beaucoup de batailles urbaines dans la Deuxième Guerre mondiale. Et Stalingrad, c'est-à-dire ça fait penser un peu au siège de Leningrad, on va avancer très difficilement, donc beaucoup de pertes, beaucoup de difficultés. Il faut adapter aussi la manière de combattre. Comment est-ce que Paulus va penser tout ça? C'est-à-dire, on n'est pas sur une guerre de grands mouvements, de grandes plaines. Là, il faut combattre différemment. Exactement. Et alors Paulus, c'était typiquement l'officier des blindés. Et donc des grands espaces. Il n'est pas adapté au combat urbain. Il n'est pas du tout adapté au combat urbain. Dans un premier temps, les Soviétiques non plus, mais les Soviétiques ont un avantage sur les Allemands. Ils ont connu des combats urbains à Madrid pendant la guerre civile espagnole, où des officiers et des soldats soviétiques étaient à Madrid pour se battre contre les troupes de Franco. Donc il y a une première expérience là qui va remonter jusqu'à Moscou, et il y a un deuxième événement
c'est le siège de Sébastopol, où là, les soviétiques vont se faire décimer par les forces allemandes. Ça va être une véritable boucherie, mais il va y avoir des combats dans les ruines de Sébastopol, et les soviétiques qui vont s'extraire de ce chaudron vont réussir à transmettre ce retour d'expérience aux officiers qui seront à Stalingrad. Et donc, ça va leur permettre d'avoir un avantage, c'est-à-dire de créer des petites unités très mobiles, très soudées entre elles, avec des armements très légers. On va surtout piéger, donc il y aura bien sûr les snipers qui joueront un rôle de premier plan. Ça va être beaucoup du combat au corps à corps. Et en cela, les Allemands qui sont dans la manœuvre avec des unités mécanisées vont un peu se casser les dents d'abord sur ce type de guerre. Quelle est la stratégie des Allemands? Est-ce que c'est encercler la ville, faire un siège? Est-ce que c'est entrer dans la ville et la capturer? Alors d'abord, c'est la raser, oui. Parce qu'il y a les énormes bombardements du mois d'août 42 qui détruisent quasiment toute la ville. Donc on pilonne, et ensuite on investit et on repousse les soviétiques à la Volga, sur la Volga, pour les détruire finalement. Donc la stratégie, elle est là, c'est de progresser dans la ville, en repoussant les soviétiques vers la Volga, et là de détruire ce qui reste de l'armée soviétique qui tient Stalingrad, qui se bat dans Stalingrad. Sauf que ça va fonctionner jusqu'à peu près, Paulus va tenir 90% de la ville, juste avant la grande offensive soviétique du mois de novembre 42. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, mais enfin ils contrôlaient quand même le terrain. Ils contrôlaient quasiment toute la ville. Le 10% restant, finalement, c'est cette petite bande qui permet à l'armée soviétique de Tchoukov de tenir, de survivre sous les tirs, sous la mitraille allemande. Ouais. Après, c'est une progression qui est certes continue dans le maillage de la ville, mais il y a toujours des poches de résistance qui surgissent ça et là, puisque les soviétiques utilisent les recoins, les sous-sols, tous les passages dans les égouts pour surgir sur les arrières des Allemands. Donc il y a plusieurs poches comme ça qui se créent et que les Allemands ont beaucoup de mal à réduire. Mais malgré tout, oui, 90%. Comment est-ce que les Allemands sont ravitaillés? Il faut être ravitaillés en munitions, en hommes, en nourriture aussi? Oui, alors ils sont mal ravitaillés en réalité. Il y a une ligne de chemin de fer qui arrive jusqu'à quelques kilomètres de Stalingrad, mais c'est tout. Donc les ravitaillements ont beaucoup de mal à arriver. Les lignes de chemin de fer sont pas... la cadence des trains n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, c'est un problème qui est récurrent depuis le déclenchement de Barbarossa. Et donc, les Allemands vont se retrouver à court de tout. Et notamment, quand l'hiver va commencer, donc la nourriture va commencer à manquer, les munitions aussi. Et quand on voit la consommation de munitions à Stalingrad, c'est assez impressionnant. Donc, tout ça va commencer à manquer, oui. Il y a combien d'Allemands engagés, à peu près, sur la bataille? On est autour de 200, 250, 200, alors Allemands plus alliés, on est autour de 270 000 hommes, ce qui est énorme. La 6e armée que commande Paulus, c'est à l'époque la plus puissante de l'armée allemande. Donc, au fond, les Allemands ont mis tout dans ce dispositif, sauf que les alliés qui sont censés protéger finalement les flancs de la ville sont des unités qui sont assez faiblement équipées, très mal protégées, parce que c'est que de la steppe tout autour. Donc c'est ça aussi qui va causer un énorme problème. Il y a 10 000 survivants, à peu près, non? Il y a un peu plus de survivants. Le problème, c'est qu'ils partent en captivité et très peu reviendront. Donc sur le total, oui, je crois, c'est autour d'une dizaine de milliers d'hommes qui survivront à moyen terme. De ce carnage qui se poursuit après pour eux dans les camps de prisonniers en URSS. Et comment est-ce que le maréchal se fait capturer? Ça, c'est quand même un élément dramatique pour les Allemands. Ils perdent leur chef. Oui, en réalité, ils décident au mois de février, voyant que là, pour le coup, l'armée exsangue, sa 6e armée, c'est complètement délité. Les hommes meurent de maladies, de sous-nutrition. Enfin, c'est catastrophique. Plus les combats dans la ville, quand même, puisque les Soviétiques sont rentrés dans Stalingrad, re-rentrés dans Stalingrad, et les encerclent. Donc, il décide de sortir de son trou, finalement, et d'aller proposer la reddition de la 6e armée. Et juste avant ça, Hitler lui ordonne de se suicider, ce qu'il ne fait pas.
Contrairement à Rommel. Rommel, lui, s'est suicidé. Rommel s'est suicidé pour d'autres raisons. Ouais. Paulus, Hitler lui a ordonné de se suicider parce qu'aucun maréchal allemand n'était tombé entre les mains de l'ennemi, et donc lui refuse de se suicider. Et il va faire pire finalement, puisqu'il va travailler avec les soviétiques après-guerre. D'accord. Alors Jean, qu'est-ce qu'il devient après-guerre? Il reste en prison? Il est libéré? Alors il est plutôt choyé par les soviétiques, parce qu'il rejoint un groupe enfin on lui fait rejoindre un groupe d'officiers allemands qui avaient été capturés pendant les opérations précédentes, et c'est un groupe qui est donc piloté par Moscou, et qui lance des émissions radio, des tracts pour dénoncer le nazisme, dénoncer la folie d'Hitler et la guerre d'agression en URSS. Et donc il va rejoindre ce groupe et collaborer avec les soviétiques. Mais il est plutôt bien traité, oui. Donc c'est-à-dire qu'il devient un opposant au nazisme, en quelque sorte? Oui, totalement. Est-ce que c'est malgré lui, ou est-ce que ça correspond aussi à une opposition en disant moi, je suis un soldat allemand, mais je ne suis pas nazi? Je pense qu'il y a une réelle opposition au nazisme après l'ordre d'Hitler de le laisser dans Stalingrad. Ouais. C'est-à-dire l'ordre a été donné de ne pas tenter de sortie, ce qui de toute façon était impossible. Donc il y a cet abandon qui lui a fait prendre conscience que ça ne pouvait pas, voilà, ce régime-là, c'était pas sérieux, et que c'était un régime qui conduirait l'Allemagne à sa perte. Et justement, quels sont les rapports entre les deux hommes? C'est-à-dire, qui dirige la bataille? Est-ce que c'est le maréchal Paulus, ou est-ce que c'est Hitler qui est au-dessus, qui donne des ordres et qui finalement dirige véritablement la bataille? Alors à partir de Stalingrad, c'est vrai qu'Hitler va s'immiscer de plus en plus dans le déroulement des opérations, jusqu'au niveau les plus bas des unités, hein, donc c'est vraiment du micro-commandement. Il n'écoutera plus personne, aucun de ses officiers d'état-major, et certainement pas Paulus sur le terrain. Il croit donc il fait appeler von Manstein pour tenter une opération de dégagement pour percer vers Stalingrad et faire sortir la 6e armée du chaudron. Donc il a, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, hein, une foi aveugle dans les capacités de Manstein, sauf que Manstein n'a aucune chance de réussir, quasiment cette mission est impossible. Et donc c'est Hitler finalement qui scelle le destin de toute la 6e armée dans Stalingrad. Donc c'est lui qui est aux commandes, hein, finalement. C'est lui qui sera aux commandes jusqu'à la fin. Et tout le monde lui a obéi. Enfin, il y a eu quelques tentatives de complot, d'ailleurs, qui ont échoué. Oui, alors il y a eu la tentative de complot au mois de juillet 1944. Mais avant ça, il y a des tentatives de lui faire entendre raison. Le général Halder, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre, avait dit d'ailleurs de Stalingrad que c'était une impossibilité militaire, je le cite. Mais Hitler donc l'a limogé, l'a remplacé par Zeisler, qui lui aussi va échouer à faire entendre raison dans ses tentatives à faire entendre raison à Hitler. Et donc, non, Hitler n'écoute plus ses généraux à partir de Stalingrad. Il est tellement obsédé par cette bataille qu'il va perdre le fil de sa guerre, finalement. Il va complètement perdre le fil de sa guerre. Alors, à Koursk, l'année suivante, il y aura peut-être une opportunité de réussite qui lui semblera, ça lui semblera possible. Mais après ça, c'est fini. Il n'aura plus la lucidité, il n'écoutera plus personne, ni Manstein non plus, pourtant fidèle. Donc c'est intéressant parce que c'est un phénomène inverse chez les soviétiques. Staline n'écoute personne au début, et à partir de Stalingrad, il écoute notamment ces deux généraux, Zhukov et Vassilevski. Alors, c'est vrai que Stalingrad, c'est aussi cette confrontation entre Paulus d'un côté et Zhukov de l'autre. Zhukov, d'ailleurs, qui a eu un destin aussi un petit peu mitigé par la suite, mais on voit que c'est quand même deux hommes de conception aussi qui s'affrontent. Oui, alors il y a Zhukov d'un côté, mais dans Stalingrad, il y a Tchoukov. Et Tchoukov, lui, c'est vraiment deux styles très différents entre Paulus et Tchoukov. Tchoukov, c'est une espèce de soldat qui boit facilement, qui est toujours au milieu de ses hommes, qui est toujours en première ligne, qui a un physique, quand on le voit, c'est un physique de boxeur. On sent l'homme de terrain qui aime l'odeur de la poudre. Paulus, c'est un officier tiré à 4 épingles, qui est toujours dans le calme de son état-major, qui peaufine en permanence ses opérations avant de les lancer, qui hésite beaucoup, alors que Tchoukov, c'est un fonceur. À un niveau supérieur, si on parle de Zhukov, là, pour le coup, on a vraiment
alors lui est associé à Vassilevski, hein, c'est un duo qui imagine le plan, ce fameux plan des 4 planètes, dont l'opération Uranus qui encercle la 6e armée dans Stalingrad. Là, on a un vrai penseur, on a un vrai stratège dans la pure tradition la soviétique de l'école opérative, etc. Donc c'est un personnage très majeur, hein, de toute façon incontournable, et c'est lui qui imagine ces opérations-là. Comment est-ce que les Russes ont fait pour gagner? Parce que vous l'avez dit, les Allemands contrôlent 90% de la ville, et pourtant ils perdent. Ils avaient plus d'hommes, ils avaient une meilleure tactique, une meilleure stratégie. Qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est eux qui ont pu l'emporter? Finalement, c'est l'opération Uranus qui leur permet de gagner. Cette opération qui est lancée au mois de fin novembre 1942, et qui est une opération d'envergure qui a été menée, donc qui a été masquée par les Soviétiques. Les Allemands n'ont rien vu. Et surtout, les Allemands ont cru que les Soviétiques étaient incapables de mener une opération d'envergure sans se faire repérer. Et malgré tout, même en réussissant à la lancer, que ça serait complètement désordonné et donc ça serait facilement... que les Allemands pourraient facilement la contrer. Finalement, ça a été tout l'inverse. Les Soviétiques ont amassé des hommes, du matériel sans que les Allemands les repèrent. Et au mois de novembre, ils déclenchent cette opération en attaquant les ailes des Allemands, donc, qui sont tenues par les troupes, les Alliés, donc roumains, hongrois, italiens, qui se font décimer parce qu'ils n'ont pas assez de matériel, ils sont pauvrement barricadés dans la steppe. Et donc c'est ça, en fait, qui donne la victoire aux Soviétiques. C'est cette opération qui permet d'encercler complètement Stalingrad et de pousser après plus loin, il y a une tentative pour pousser jusqu'à Rostov qui échoue, mais le sort de la 6e armée est scellé en quelques heures, finalement. Donc c'est dû à une faute allemande, donc à une mauvaise appréciation ou à une erreur. D'une part, il y a la capacité des Soviétiques dans Stalingrad à tenir suffisamment longtemps pour contenir l'armée de Paulus. Il y a la capacité des armées soviétiques qui sont de l'autre côté de la Volga d'acheminer troupes et matériel sans se faire repérer. Il y a la capacité de voir les objectifs, aussi chez Zhukov et Vassilevski, de voir les objectifs stratégiques clairement identifiés. Et après, il y a la capacité à mener les opérations sur le terrain. Donc il y a eu un alignement, si vous voulez, de réussite, de planètes qui est assez extraordinaire. Et c'est tout ça qui a permis aux Soviétiques de l'emporter sur la 6e armée, finalement. Souvent, on va confier que Stalingrad, c'est le début de la fin pour les nazis, que c'est le reflux de l'Allemagne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une réécriture post-guerre? Oui, en fait, c'est la question qui sera, je pense, posée en permanence et encore pour des années. Ouais, c'est comme les origines de la guerre. Il y a des questions qui vont forcément susciter le débat historique. Exactement. Voilà. Est-ce le tournant de la guerre? Alors, Stalingrad, c'est un des 3 moments qui finalement retourne la guerre. La bataille devant Moscou l'hiver 41-42, la contre-offensive soviétique, il y a Stalingrad et Koursk. C'est ces trois moments finalement qui retournent le sort des armes. Mais Stalingrad, si on se base sur les travaux de Jean Lopez notamment, pour les soviétiques, c'est la bataille qui permet au régime de tenir. Sans la victoire de Stalingrad, la théorie de Jean Lopez, c'est que moi je soutiens complètement, c'est que le régime se serait effondré sur lui-même, parce que ça aurait été une défaite de trop, finalement. Après les désastres et les massacres de l'année 41-42, perdre à Stalingrad, ça aurait été vraiment le coup de trop pour les soviétiques, et on imagine très bien les gens dans les usines qui travaillent pour sauvegarder, pour survivre, et la survie de l'URSS, avec une défaite à Stalingrad, on peut imaginer que tout ça se serait grippé, finalement. Il y a des Français à Stalingrad, la LVF, la Légion des volontaires français, elle est présente ou Alors, dans la bataille de Stalingrad, non. La LVF se bat sur le front de l'Est, effectivement, mais à Stalingrad, alors, à ma connaissance, non. Dernière question, Boris Laurent, sur Stalingrad. On voit que c'est aujourd'hui une des batailles mythiques de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est justifié au regard de la bataille, ou est-ce que ça va être une reconstruction a posteriori, notamment par la propagande soviétique, pour survaloriser l'armée rouge et survaloriser le rôle de l'URSS dans la guerre? Alors, c'est un peu des deux. Je pense que vraiment, c'est l'une des reines des batailles
de l'histoire, et en termes de combat urbain, c'est l'arène des batailles. On n'a pas atteint cette intensité, on n'a jamais atteint cette intensité après la Seconde Guerre mondiale. Donc, oui, c'est quand on voit le nombre de morts, l'état de la ville pendant et après les combats, on se rend compte à quel point ça a été un gouffre. Un gouffre à vie. C'est complètement fou quand on y pense. Donc oui, c'est important. Ensuite, ça n'enlève rien justement à la récupération par le régime, mais en même temps, on peut comprendre l'idée de cette propagande qui insiste sur Stalingrad. Quand on voit le prix qu'a payé l'URSS pendant la guerre, on compte autour de 25 millions de morts, donc civils inclus. Donc oui, Stalingrad, ça reste un moment important. Je pense qu'il faut toujours s'en souvenir. Oui. Merci beaucoup, Maurice Laurent, d'être venu à notre micro. Donc cet ouvrage de Friedrich Paulus, La bataille de Stalingrad, qui a été que vous commentez, que vous analysez. Ouvrage remarquable pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, à l'histoire militaire, à l'histoire des batailles. Donc c'est paru chez Nouveau Monde. Et vous pouvez voir dans une autre émission où nous allons parler donc de l'autre ouvrage qui traite des carnets secrets du général Patton. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.